Bonjour à vous, bienvenue sur LCI bien sûr, et bienvenue à Ségolène Royal et Nicolas Bouzou. Merci beaucoup à vous de revisiter, comme vous l'avez fait la semaine dernière d'ailleurs, l'actualité politique de la semaine. Duel entre vous, l'ancienne ministre et ancienne candidate à la présidentielle, et vous, l'économiste, fondateur du cabinet Esterès, chroniqueur à l'Express et dans 24 heures Pujadas toutes les semaines sur LCI. D'abord, si vous voulez bien, on a beaucoup parlé, mais votre avis nous intéresse rapidement sur l'interview d'Emmanuel Macron mercredi soir. Rapidement, puis on va ensuite décortiquer des points de déclaration plus précis. Qu'en avez-vous retenu? Manifestement, il venait purger certaines erreurs. Y est-il parvenu? On avait commencé par vous la semaine dernière, on commence par vous ce matin, Nicolas Bouzou. Alors, ce que j'en ai retenu, c'est que déjà, bien évidemment, il est candidat. C'était une émission de candidats, très clairement. Il a essayé, en effet, de faire un mea culpa sur un certain nombre d'erreurs. Je ne suis pas un spécialiste de communication politique, mais je ne sais pas si les mea culpa sonnent toujours très justes, pour être tout à fait honnête. Voilà, je pense qu'on a le droit de faire des erreurs et on peut les assumer. On n'est pas obligé de s'excuser. Mais ça, je dirais que c'est un détail de forme. Sur le fond, c'était évidemment une interview de candidat à l'élection présidentielle avec des projections assez lointaines, que je partage d'ailleurs, moi, pour le coup, sur le fond. Je suis d'accord avec l'essentiel de ce qu'a dit le président. La seule chose qui m'a un tout petit peu gêné, très honnêtement, c'est ce décalage de 3 jours entre l'enregistrement et la diffusion. Voilà. Qu'il y ait un décalage d'une demi-journée, pour des raisons d'agenda, c'est quelque chose que je peux parfaitement comprendre. Mais quand on a une actualité aussi chaude que l'actualité actuelle, voilà, j'ai trouvé que c'était un tout petit peu curieux. Que ça nuisait. C'était intéressant. Ségolène Royal. Mais je trouve que le thème de l'émission était pas mal choisi. Où va la France? Où va la France? Est-ce que l'émission a répondu à cette question-là? Je ne crois pas. C'est-à-dire qu'il y a eu une auto-célébration et une autocritique, qui est toujours bonne à prendre, finalement, l'exercice n'est pas négatif. Mais où va la France? C'est la vraie question. Qu'est-ce qu'on attend d'un chef de l'État en exercice ou d'un candidat à la présidentielle? C'est qu'ils nous disent qu'est-ce qu'on fait après ces crises sanitaires et dans le cas de cette crise écologique, dont d'ailleurs il n'a pas dit un mot, et dans le cas de cette crise démocratique, c'est-à-dire sur les 3 grandes crises sanitaires, écologiques, démocratiques, et donc sociales, bien évidemment, et économiques, mais ça c'est une résultante de ces 3 crises. Quelles sont les nouvelles valeurs? Quel est le nouveau modèle économique et social et écologique? Quelles leçons on tire de ces crises et comment on en sort plus fort? C'est ça qu'on attendait. Comment reconstruire la fraternité française par rapport à ceux qui ont souffert, à ceux qui ont profité de la crise aussi, parce que heureusement, il y a des secteurs économiques qui se sont développés. Le creusement des inégalités, pas un mot n'a été dit là-dessus. Donc je crois que l'exercice doit continuer. On attend la prochaine session. Il en a parlé des inégalités, mais en tout cas, il a fait son bilan, et faisant son bilan, on a cru comprendre que c'était pas tout à fait le même Macron que celui de 2017. La réforme des retraites. Alors, il ne supprime plus tous les régimes spéciaux, il veut revenir à 3 régimes. Adieu le système de retraite à points. L'immigration. Il nous dit, l'immigration zéro, ça n'existe pas, c'est l'intégration qui compte. Et pas question de toucher aux effectifs des fonctionnaires, contrairement d'ailleurs à ce que fait Valérie Pécresse. Bon, on va revenir d'ailleurs sur les fonctionnaires, mais déjà sur ces 3 points, j'aurais pu en prendre d'autres, c'est pas le même. Il a changé. Oui, mais je crois justement que c'est très lié à l'ascension de Valérie Pécresse dans les sondages, et c'est un exercice d'équilibriste qui est quand même un petit peu compliqué, parce qu'au fond, alors qu'il s'était plutôt déplacé vers la droite durant le quinquennat, la montée de Valérie Pécresse l'oblige à se redéplacer vers la gauche. La question des fonctionnaires est très intéressante, parce qu'on voit bien que là, on va avoir un débat. C'est un bon débat d'ailleurs. Je pense que le débat sur le rôle de l'État, le nombre de fonctionnaires, quoi qu'on en pense, c'est vraiment une question en France qu'on doit se poser. À titre personnel, je suis plutôt favorable à ce qu'on réduise le nombre de fonctionnaires. Combien pour vous ? Mais en tout cas... Écoutez, alors je pense, ça n'est pas une réponse convenue, mais je pense que vraiment, ça n'est pas la question. La question, c'est la méthode et où. Et à chaque fois que des candidats, notamment à droite, moi je vote plutôt à droite, mais à chaque fois que des candidats à droite ont annoncé une baisse du nombre de fonctionnaires, 100 000, 200 000, 500 000, en fait, ça n'a jamais rien donné, parce qu'on ne peut pas considérer l'État comme étant un effectif qu'on réduit ou un coût qu'on réduit. Donc la question que l'on doit se poser, une question extrêmement profonde et difficile en France, mais c'est qu'est-ce qu'on attend de l'État ? Qu'est-ce qu'on attend des collectivités locales? Quelle articulation? Qu'est-ce qu'on remet dans le champ du privé, dans le champ de l'associatif, dans le champ de l'économie? Qu'est-ce qui reste dans le giron public? Ça, je pense que c'est un excellent débat. Moi, je suis un libéral, à la différence de Ségolène Royal, donc je pense qu'il faut laisser davantage de marge de manœuvre au privé. Mais enfin, on voit en tout cas que
entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, ça va être un débat, mais ça va être un débat parce que là, pour le coup, c'est Valérie Pécresse, me semble-t-il, qui place le débat sur ce terrain-là. Mais il a eu raison de provoquer Valérie Pécresse sur le thème elle veut réduire, enfin, quand on veut réduire le nombre de fonctionnaires, il faut savoir dire où, sinon c'est pas sérieux. Mais c'est ce qu'il avait promis aussi, la réduction du nombre de fonctionnaires. C'était dans ses thématiques de campagne présidentielle. Et au fond, ce que l'on observe, c'est que grâce à la crise sanitaire, de mauvaises réformes n'ont pas été faites, et heureusement. Il renonce à la réforme des retraites, qui est une mauvaise réforme. Pourquoi continuer à faire peur aux retraités, alors que la retraite, c'est la rémunération différée du travail. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas toucher à la valeur travail. Et si on continue à faire peur aux retraités, alors qu'aujourd'hui, ils perdent du pouvoir d'achat à cause de l'inflation, ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste parce que la rémunération du travail a augmenté beaucoup moins, elle a même diminué par rapport à la rémunération du capital. Donc la vraie question de la réforme des retraites, c'est pas répéter les mantras néolibéraux. Vous ne touchez pas à l'âge légal de la retraite. Vous ne faites pas partir les... Non, je ne mets pas un coup près. Je dis qu'il peut y avoir une prolongation de la durée du travail pour ceux qui peuvent. Il faut une retraite à la carte et surtout, il faut remettre à plat le financement des retraites, comme de tous les services publics, comme de tous les revenus différés, parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit seul le facteur travail et seules les entreprises à forte intensité de travail qui payent les cotisations pour les revenus différés. Les revenus du capital qui ont considérablement augmenté et qui aujourd'hui échappent à l'impôt doivent aussi contribuer au financement des salaires différés, des revenus différés, des revenus sociaux et surtout au financement des services publics. Nicolas et donc on peut se réjouir paradoxalement, malgré l'épreuve de cette crise sanitaire, au fond qu'elle ait empêché la destruction, c'est-à-dire l'application d'une idéologie anti-service public. Oui. Et aujourd'hui, à la fin du quinquennat, on voit bien que les priorités sont sur la reconstruction des grands services publics, des grandes institutions qui ont été dramatiquement affaiblies, non seulement dans leur nombre, quand même faire travailler plus. Oui, non seulement dans leur nombre, parce qu'on parle souvent du nombre de fonctionnaires, mais il y a un autre sujet encore plus important qui est le niveau de rémunération. Alors on va en parler dans des la salaires, santé, mais d'abord dans les l'éducation. retraites. Oui, sur les retraites. Alors déjà, quand même, les revenus du capital financent la sécurité sociale. La CSG pèse sur les revenus du capital et elle finance une grande partie une partie de la sécurité sociale. Non, sur la question des retraites, je ne suis pas d'accord avec Ségolène Royal. Je pense que c'est très important de conforter justement ce système pour faire en sorte que les retraités de demain, ceux d'aujourd'hui vont continuer de toucher leur retraite, bien évidemment, mais pour faire en sorte que les jeunes d'aujourd'hui, ceux de demain, puissent toucher une retraite. Et on sait bien quand même que la seule façon de ne pas prendre un risque sur la diminution à venir des pensions, c'est d'allonger d'une façon ou d'une autre la durée de cotisation. La durée de cotisation, c'est diminuer le niveau des retraites, parce qu'il faut travailler plus. Non, parce que l'espérance de vie augmente. C'est possible pour certains salariés, mais pas pour d'autres. Je pense que cette répétition, c'est très anxiogène. Cette répétition fait aux retraités. La vraie question aujourd'hui, la question financière majeure, c'est le financement du 4e âge dépendant. Voilà la vraie question. Voilà la vraie question. Nicolas Bouzou, mais reculer l'âge de la retraite, alors que déjà le taux d'employabilité des retraités est déjà très bas. Vous n'allez pas maintenir au travail des gens qui de la toute façon réponse sont de Nicolas Bouzou, pardon. Vous voyez, donc il faut être subtil dans la réforme des retraites. Il faut arrêter le discours couperet, le discours punitif contre la retraite. Je suis opposée à un discours punitif sur les retraités qui ont déjà beaucoup souffert. Mais justement, vous allez voir que je ne suis ni punitif et que je suis même capable de faire preuve de subtilité. C'est bien, justement. C'est bien parce qu'on a des besoins en matière d'autonomie, parce qu'on a des besoins en matière de dépenses de santé. Les dépenses de santé, elles vont continuer d'augmenter beaucoup ces prochaines années, qu'on doit trouver des sources de financement pour la sécurité sociale. Et il me semble que le pacte social on pourrait dire aux Français, regardez, on va allonger un petit peu la durée de cotisation en matière de retraite, parce que l'espérance de vie quand même continue d'augmenter, parce que le taux d'emploi des plus de 55 ans, il a augmenté ces dernières années. La situation de notre marché du travail... On parle des plus de 72 ans. Oui, mais je dis plus de 50 ans parce que c'est les statistiques, donc 55-65 ans, mais il s'est amélioré ces dernières années, et donc on va faire des économies sur les retraites, parce que c'est ça ce qui va nous permettre de dépenser plus en matière de santé, de dépenser davantage. C'est pas les retraités qui vont payer. En matière de... C'est pas les retraités qui vont payer la dépendance quand même.
Non, mais pas du tout. C'est toute la ressource nationale qui doit payer. Il faut un vrai débat national. Mais ce n'est pas les retraités qui payent la réforme des retraites. La réforme des retraites, si on allonge la durée de cotisation, ce sont bien les actifs qui payent. Donc ce sont bien les actifs qui paieront pour l'autonomie et pour la santé. Et je pense que c'est quelque chose en plus que les Français peuvent entendre, parce que beaucoup de Français aiment leur travail et veulent travailler. Il y a des gens qui sont épuisés déjà. Mais ça, vous avez raison. Dans certains métiers. Oui, mais alors il faut arrêter la globalisation du discours punitif sur les retraites. Mais bien sûr qu'un ouvrier du bâtiment ne doit pas partir à 67 ans. Mais bien sûr. Donc il faut faire une réforme. Il faut permettre une réforme. C'est en tout cas votre plaidoyer. Chacun pourra partir quand il le veut. C'est ça? Oui, bien sûr, ça peut être fait avec des primes. C'était le système à points. Mais c'est ça qu'il faut renforcer. Simplement, c'était le système à points. On n'a pas les mêmes droits. Enfin, le système à points, c'est la globalisation. Non, mais la preuve, c'est que c'est l'échec. Oui, ça n'a pas été fait, donc c'est infaisable. Oui, ça, c'est fini. Alors, je voudrais qu'on avance avec... la fusion, ça marche jamais. Je voudrais qu'on avance avec la question du pouvoir d'achat, qui est une des préoccupations majeures des Français dans le cadre de cette présidentielle. Emmanuel Macron a dit « Tout le monde a vu son pouvoir d'achat d'augmenter sous mon quinquennat ». La difficulté, c'est qu'on a des études économiques qui se contredisent et que le ressenti des Français dit tout le contraire. Donc, on ne sait pas très bien à quel sein se vouer. D'abord, très vite, Nicolas Bouzou, c'est quoi la réalité? Non, le pouvoir d'achat est stable. Il est à peu près stable parce qu'en fait, quand on regarde les chiffres globaux de pouvoir d'achat, on va dire le pouvoir d'achat augmente de 1% par an. Mais en fait, il faut le rapporter au nombre de ménages. Ensuite, il faut regarder dans les ménages la structure des ménages parce que c'est beaucoup plus difficile pour des femmes seules avec des enfants, par exemple, que pour des familles complètes. Donc, il y a des inégalités. Ce qu'on peut dire, c'est que le pouvoir d'achat est en moyenne en France à peu près stable. Il n'a pas baissé alors qu'on a connu la crise la plus grave Macron depuis a dit il a 8 décennies. Il n'a pas augmenté, je dis, si vous le rapportez au nombre de ménages. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème du pouvoir d'achat en France, c'est un problème de salaire. C'est pas un problème de redistribution. On est le pays qui redistribue le plus de tous les pays de l'OCDE. Donc on peut toujours dire qu'il faudrait redistribuer plus. Mais enfin, on le fait déjà énormément. C'est vraiment un problème de salaire. Et c'est un problème de salaire en bas de l'échelle des salaires. Et on sait qui sont les personnes concernées. Ce sont les personnes les moins qualifiées. Et là, en effet, il y a un problème qui est un problème économique, mais qui est un vrai problème de justice sociale, parce que je trouve intolérable, en réalité, pour vous le dire franchement, que des gens qui travaillent 40 heures par semaine, parfois plus, là, on arrive à Noël, et ils ne peuvent pas acheter de cadeaux de Noël pour leurs enfants. Voilà. Et ça, c'est un dysfonctionnement majeur. Parce que certains sont payés en dessous du salaires... SMIC. Mais bien sûr, parce que vous avez des gens à temps partiel, par exemple. La vie est de plus en plus chère, point. La vie est de plus en plus chère. Donc les discours théoriques qui nous disent « oui, mais l'indice des prix montre que… » Mais c'est faux. L'indice des prix ne reflète pas la structure de consommation de ceux qui gagnent le moins, des bas salaires en particulier. Et le fait là que le SMIC augmente sans coup de pouce, je pense que c'est une mauvaise décision. Il doit y avoir un coup de pouce au SMIC et au bas salaire. Les autres pays européens le font. Qu'est-ce qui augmente aujourd'hui dans la structure de la consommation? Ce sont les biens de première nécessité, les biens des produits alimentaires et l'énergie. L'énergie, pourquoi l'énergie augmente? Là aussi, il y a des réformes urgentes qui sont à faire. Est-ce que le coût de production de l'énergie augmente? Non. Alors pourquoi est-ce que la facture énergétique pour les entreprises et pour les particuliers augmente? C'est parce qu'il y a eu ce dogme néolibéral au niveau européen qui a libéralisé le marché de l'énergie. Et ça, c'est une très mauvaise décision. Vous voyez, tout se passe comme si les théories d'avant la crise continuer comme ça, comme des canards sans tête, et on continue à libéraliser, soi-disant, le marché, c'est-à-dire à se faire concurrence. Et comme la demande d'énergie augmente, le prix augmente uniquement parce qu'il y a un système de marché. Mais ça ne va pas, ça. C'est un bien de première nécessité. Ça, et j'aurais bien voulu entendre. D'ampleur. Et c'est une réforme d'ampleur. Et comme la France va présider l'Union européenne, moi, j'aurais bien aimé entendre, je voudrais bien entendre qu'on va refonder les principes européens en s'éloignant de ce dogme néolibéral pour protéger les services publics, puisque la crise sanitaire a montré que les services publics et la consommation d'énergie fait partie d'une certaine façon. Mais je voudrais que Nicolas Bouzou vous réponde sur un point par lequel vous avez commencé, c'est-à-dire que le gouvernement aurait dû donner un coup de pouce en plus de l'augmentation de 0,9% du SMIC à les mécaniques au 1er janvier. Coup de pouce ou pas? Non, mais j'adorerais pouvoir vous dire qu'il faut augmenter le SMIC. Franchement, si on pouvait le dire, je le dirais, parce que c'est très populaire et je serais très content. Mais le seul problème, c'est que si vous augmentez le SMIC, vous faites plus de chômage. Et vous faites plus de chômage chez qui? Chez les personnes les moins qualifiées. Donc des gens qui ont des salaires qui ne sont pas très élevés, vous allez les transformer en chômeurs. Non, c'est pas possible. Ça peut être perçu comme un chiffon rouge que brandissent les entreprises qui ne veulent pas qu'on leur impose effectivement des salaires bas
plus élevés. Moi, je vous dis. Est-ce que vraiment, ils auraient du mal à embaucher? Ça n'est pas un chiffon rouge. Vous pouvez me dire que je me trompe, que j'ai tort, mais ce n'est pas un chiffon rouge de ma part. Je ne suis pas président du MEDEF. Bon. Ouais. Donc, non. Mais en revanche, je pense, je suis même persuadé qu'on a, oui, bien sûr, qu'on a un problème de bas salaire en France, mais qu'il faut le traiter correctement. On a un problème de bas salaire parce qu'on a beaucoup de personnes qui n'ont pas des qualifications qui sont en adéquation avec la demande des entreprises. Donc on a un énorme problème de formation professionnelle. On a un énorme problème de mobilité sociale. On sait très bien que les salaires augmentent et ça c'est parfaitement documenté. Est-ce qu'il y a aussi un problème d'entreprise? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème aujourd'hui d'entreprises qui ne font pas l'effort? Aujourd'hui, la ministre reçoit les syndicats et le gouvernement pousse à ce que les minima sociaux, il n'y ait plus de salaire en dessous du SMIC, par exemple. La ministre du Travail a raison, parce qu'on est dans une situation... D'abord, est-ce qu'elle est impuissante? Est-ce qu'elle peut faire autre chose que de dire allez-y? Alors, c'est les entreprises qui fixent les salaires, et les syndicats dans notre pays sont très faibles. Et à mon avis, je vous le dis franchement, c'est pas ce qui s'est passé à la SNCF, d'ailleurs, qui va permettre de rendre les syndicats plus populaires et plus représentatifs. Il ne faut pas faire comme ça. Bon. Mais, il faut indexer. La justice sociale veut que l'on indexe le SMIC et les bas salaires sur l'inflation. Mais ça ne suffit pas. Mais donc ça veut dire donner le coup de pouce, plus le coup de pouce lié à l'augmentation de la croissance. On ne peut pas à la fois dire aux Français la croissance reprend, et en même temps, il y a de l'inflation, et ne pas indexer les bas salaires et le SMIC sur la croissance et sur l'inflation, en aidant peut-être les petites entreprises qui, elles, ont du mal peut-être à augmenter les salaires. Mais beaucoup d'entreprises... L'augmentation du SMIC va être effacée par l'inflation. C'est pour ça. Exactement, oui, même plus qu'effacée par l'inflation. Est-ce que c'est juste ça? Non. Et donc, si on veut protéger la valeur travail, il faut que les revenus du travail soit supérieur aux revenus des minima sociaux et des revenus de substitution. Et là, ce n'est pas le cas. Attention, parce que les Gilets jaunes ont commencé par une question de pouvoir d'achat. Et là, ça recommence. C'est-à-dire, il n'y a pas cette attention. Il y a un risque de conflictualité, il y a un risque de colère sociale là en ce moment. Mais regardez ce qui s'est passé à la SNCF. Bon, il y a eu un préavis de grève. Alors, c'était insupportable pendant les congés. Mais il faut que le gouvernement observe ce qui se passe pour en retenir cette chose-là comme une alerte. Il faut que ça soit une alerte, c'est-à-dire que les mouvements sociaux commencent dans les secteurs où à fort taux de syndicalisation et à emploi protégé. Et donc, ça doit être une alerte par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres secteurs d'activité, parce qu'aujourd'hui, il y a une grande inquiétude sur l'augmentation des prix et de l'énergie, comme on vient de le voir, et on sent qu'en face, le gouvernement est inerte, puisque sur l'énergie, il pourrait très bien maîtriser les prix en diminuant les taxes sur l'énergie. Il y a eu un chèque inflation, il y a eu un chèque énergie qui ont été distribués, qui ont commencé à être distribués. C'est pas sérieux par rapport à l'augmentation du coût de l'énergie, c'est pas à la hauteur. Non, oui, je voudrais redire un mot encore sur les salaires, parce que, attendez, je suis le premier à dire, je l'ai écrit dans l'Express, etc., que les salaires sont trop bas et qu'on doit mener des politiques d'augmentation des salaires. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Parce que si on dit on augmente le SMIC et qu'on fait du chômage, c'est pas bon pour le pays. Si on dit comme je vais vous dire. L'éternelle menace, l'augmentation du SMIC qui produit du chômage. Mais si c'est vrai, mais ça donne du pouvoir d'achat. Et donc ça réinjecté dans l'économie. Et du chômage. Mais si c'était aussi simple. Ça, c'est des vieilles théories libérales. Mais arrêtez, c'est pas des vieilles théories libérales. Mais pourquoi ne le ferait-on? Alors pourquoi ne le ferait-on pas? Vous donnez du pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils achètent de l'alimentation, ils s'équipent, etc. Donc ça repart dans l'économie. Mais si vous donc l'injection du pouvoir d'achat dans l'économie crée de l'activité, ne crée pas de chômage. Mais c'est les deux. C'est les deux. Mais je vous pose une question. Si c'était si simple, pourquoi ne le ferait-on pas? Parce que par idéologie, la preuve, mais celle que vous développez. Alors qu'on est en pleine campagne présidentielle, vous pensez que si le président de la République pouvait augmenter le SMIC sans augmenter le chômage, il ne le ferait pas. Mais la preuve, c'est qu'il nous dit... Mais si, puisqu'il nous dit en même temps que le pouvoir d'achat a été maintenu, ce qui est faux. Non. Donc c'est par idéologie. C'est ça le problème. Je vous donne quelques pistes pour vraiment augmenter les salaires. Donc non, mais la question de la formation, la question de l'actionnariat salarié et de l'intéressement. Non, l'actionnariat salarié, non. La formation, c'est à long terme. Le fait que dans les entreprises, les gens puissent toucher des dividendes. Moi, je suis un libéral, mais quand les investisseurs touchent des dividendes, je veux que les salariés touchent des dividendes. Vous voyez? Et bien là, il y a une magnifique réforme à faire. Comment on contraint? Ah non, mais on fait une grande loi de libéralisation de l'actionnariat salarié pour que toutes les entreprises, y compris les PME... Mais justement, le vrai problème, c'est les petites PME. Mais vous pouvez, aux États-Unis, elles versent des dividendes. Le vrai problème, c'est les petites PME qui ne peuvent pas forcément augmenter les salaires.
Ça, c'est vrai. Donc là, il faut les aider, peut-être en diminuant les charges sur le SMIC pour que finalement le Faire SMIC... du cas par cas avec toutes les petites entreprises que l'État repère, celles qui n'ont pas la trésorerie traiter à la pour fois augmenter les entreprises salaires. florissantes, celles qui sont cotées en bourse, celles qui ont des revenus du capital très très importants, celles qui peuvent payer leurs salariés, et les petites PME qui ont du mal à augmenter les salariés alors qu'elles voudraient bien le faire. Regardez dans Donc la il faut que restauration. l'État l'aide, les aide, ces entreprises. Bien sûr, je suis pas bien sûr, d'accord, hein, bien sûr, il faut une politique sur mesure pour les PME, pour les petites et moyennes entreprises par rapport aux grands groupes. Cet bien interventionnisme de l'État vous plaît? Ah non, moi, je pense pas que ce bien soit à sûr. l'État de payer les salaires. Je pense que, alors là, pour le pas coup, dit ce qu'il je fallait pense que que l'État c'est aux paye les entreprises salaires. de payer les salaires. Mais je vais vous dire. Et ce par qui va être- ailleurs, si je puis me permettre, il faut aussi que l'État employeur donne l'exemple. Et l'État employeur qui n'a pas augmenté la rémunération des aides-soignants avec la carence en matière d'infirmiers, d'aides-soignants. Le Ségur de la Non, santé. regardez, les lits ferment parce que il y a Faute plus de personnel, faute de faute personnel d'attractivité. parce que Oui. c'est trop dur par rapport au niveau des salaires. Et le niveau des salaires dans l'éducation nationale aussi est un vrai problème par rapport au classement de la France sur les. Donc il faut que l'État employeur donne aussi Un dernier l'exemple mot. sur la revalorisation des salaires. Un dernier mot. Le juge de paix, ça va être le marché du travail. Je vais vous dire, vous parlez de l'hôtellerie-restauration, il y a des négociations de branche aujourd'hui, les augmentations de salaire, et c'est très bien, ce sont des augmentations de salaire à 2 chiffres. Parce que, en fait, 16%. les entreprises n'ont pas le choix. Oui. Voilà, le marché du travail est très tendu, et moins on aura de chômage, plus on aura des salaires qui pourront augmenter. On parlera peut-être de la SNCF tout à Avec l'heure. plaisir. C'est très intéressant. Un petit détour par la politique, parce qu'aujourd'hui, et on va suivre ça sur LCI, le suspense, Christiane Taubira va prendre fin en fin de matinée. Elle va clarifier ses intentions. Peut-elle sauver la gauche ou ne fera-t-elle qu'accompagner la faiblesse de la gauche? C'est une question. Vous étiez disponible la semaine dernière, vous l'avez dit, pour la prière de la gauche. Christiane Taubira, vous la connaissez? Oui. C'est une solution? C'est une solution s'il y a une dynamique d'union. Vous savez, moi, je ne change pas cette ligne que j'ai donnée depuis le départ. La gauche doit s'unir. D'ailleurs, le débat que nous venons d'avoir prouve bien que ce sont les valeurs qui ont toujours été défendues par la gauche, et en particulier la question des services publics, la question de la justice sociale, la question de la protection du pouvoir d'achat des plus modestes, la question de la valeur travail. Donc il faut que la gauche s'unisse pour que les électeurs aient un libre choix. Derrière elle, Vous voyez, la question c'est est-ce que Christiane Taubira... c'est à eux d'en décider. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. Est-ce que c'est hein. une... Elle m'a informé d'ailleurs qu'elle allait parler. Ouais, elle ne vous a pas dit ce qu'elle allait Elle m'a dire? pas dit ce qu'elle allait dire. Qu'est-ce donc, qu'est-ce qu'elle va dire? Je ne À sais votre pas. avis? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle va lancer un appel à l'union. Peut-être qu'elle va dire qu'elle est disponible. C'est une figure symbolique de la gauche. Mais ça n'a de sens que si tout le monde se rassemble éventuellement autour d'elle. Pourquoi pas? D'accord. Donc, vous pensez que Pourquoi pas, si je elle ne sais vient pas. dire « je suis disponible pour la primaire de la gauche » et Yannick Jadot et Anne Hidalgo sont derrière moi, ça a un sens. Sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Ce que je pense, au-delà de ça, c'est qu'il est très important que les électeurs de gauche aient quelqu'un pour qui voter et soient apaisés par rapport à leur angoisse de voir la plein de gauche, candidats, là, de voir la Ségolène gauche Royal, en ce aussi moment. divisée. Oui, ils en ont plein en ce moment, mais trop. Trop. Nicolas Bouzou. Enfin, Christiane Taubira va-t-elle sauver la gauche? Bah écoutez, je n'en suis pas sûr d'après ce que me disent les sondeurs, hein, puisque Anne Hidalgo doit être à 4 ou 5% dans les sondages. Il y a eu un sondage, de elle toute était à façon 2%. insuffisant pour se qualifier au second tour. Christiane Taubira, je crois, a été testée à 2 ou 3%. C'est aussi insuffisant pour se qualifier au deuxième tour et pour gagner. Mais je voudrais quand même vous dire quelque chose sur Christiane Taubira, parce que c'est une figure très importante de la politique française, qui a eu une élocution merveilleuse, qui a défendu des combats auxquels moi j'adhère, bien évidemment, comme le mariage pour tous. Mais je vais vous dire, j'ai été très choqué qu'une personne qui a cette audience n'appelle pas très clairement à la vaccination en Guyane. Nous sommes dans une crise sanitaire extrêmement grave. Les territoires ultramarins connaissent des souffrances très importantes, sanitaires, économiques. C'est le cas de la Guyane. Et je pense que quand on est candidate, si elle l'est, à la magistrature suprême, eh bien, il y a des moments où il faut avoir du courage. Ça la Même disqualifie. si c'est pas, à mon sens, Ça la oui. disqualifie. Vous savez, François Mitterrand avait expliqué pendant la campagne de 1981 qu'il était contre la peine de mort, alors que les Français étaient majoritairement pour la peine de mort. C'était un grand acte de courage. Je pense qu'il faut être de cette trempe-là. Et Christiane Taubira, elle n'a pas fait ça. Et ça, quand même, le sens de l'intérêt général, me semble-t-il, doit primer sur le reste. Ségolène Royal. Non, mais je pense que vous trompez. Je veux dire, il y a une façon de parler aussi aux ultramarins. Oui, c'est facile de donner des leçons d'ici. Je vois que la façon dont ont été traités les habitants
des Outre-mer, les ultramarins, avec mépris, avec condescendance, comme s'ils étaient hostiles à la médecine, favorables aux médecines traditionnelles uniquement, etc., n'est pas digne. Vous savez, quand en Guyane et en Guadeloupe, il y a eu des mises en cause, c'est parce que les doses n'étaient pas arrivées en plus à un moment. Je connais bien ces territoires, j'ai vécu pendant 3 ans. Ce n'est pas exact, c'est la façon de parler qui est différente. Et justement, comme elle a un respect des opinions, comme elle a un respect des citoyens, elle parle de façon à ce que les gens adhèrent à ces politiques de vaccination et pas de façon punitive, à coups de bâton, comme nous on a eu tout le temps. Très bien que c'était on pas a ça. eu des discours punitifs. Elle avait dit, je n'appelle pas à la vaccination en effet, je ne suis pas en responsabilité, donc je ne veux pas le faire. Pour être tout à fait complet, c'est comme ça qu'elle s'était exactement. exprimée. Mais c'était une façon intelligente justement de parler et d'amener les gens vers la vaccination en respect et pas en leur donnant des injonctions comminatoires. Comme nous, on a eu une nouvelle fois avec des contradictions. Il n'y a pas un cas de force majeure face à l'épidémie d'appeler à la vaccination. Mais elle n'a pas dit qu'il ne fallait pas se faire vacciner. Elle a parlé absolument pas. Elle a parlé de façon extrêmement respectueuse pour que les gens adhèrent à la vaccination. Et c'est une façon, culturellement respectueuse de la façon de penser et de la façon de se comporter dans les Antilles, dans les Outre-mer. Donc il ne faut pas juger les gens de façon ne jugez pas les gens de façon aussi méprisante. Non, mais c'est le contraire. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est le contraire. Je vais même vous dire quelque chose, je vais vous dire le fond de ma pensée. Vous caricaturez. Attendez, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je ne suis pas socialiste, je suis souvent en désaccord avec vous. Mais vous êtes une personne très courageuse et vous, je pense que vous auriez appelé à la vaccination dans ces territoires. Mais je l'aurais fait peut-être de la façon qu'elle a fait elle qui connaît bien ces territoires et qui connaît bien la façon de se comporter par besoin de respect de ses citoyens qui ne veulent pas qu'on les humilie, qu'on leur donne des ordres. Ça n'est pas humilier les gens que de leur demander clairement d'aller se faire vacciner. Vous avez vu comment on a parlé ici, comment on a parlé en métropole des ultramarins par rapport à la façon dont, soi-disant, ils ne voulaient pas, ils étaient obscurantistes. On les a traités d'obscurantistes, alors que les doses de vaccins n'étaient pas arrivées dans les Outre-mer. Donc, faut faire attention, il faut respecter les gens et la diversité culturelle et la façon de leur parler. Et c'est ce que Christiane Taubira. Je pense qu'on a bien compris vos positions et on verra. En tout cas, vous, c'est très clair. C'est une faute qui, d'une certaine façon, l'empêcherait, en tout cas la disqualifierait pour cette charge suprême. Et vous dites qu'elle vienne, mais que tout le monde se range derrière elle. Un tout petit mot sur la SNCF, ça intéresse les Français. Donc, il y a un appel à la grève. Finalement, la CGT a reculé. Vous disiez c'est important de voir que ça affaiblit encore plus les syndicats. Pourquoi, en 2 mots ? Parce que les négociations, les augmentations de salaire, elles sont légitimes et souhaitables dans les entreprises qui vont bien. La SNCF a perdu 3 milliards d'euros l'année dernière. Elle va perdre entre 1,5 et 2 milliards d'euros cette année. La dette de la SNCF, qui d'ailleurs est en partie une dette de l'État, doit être de l'ordre de 40 milliards d'euros. Mais tout ceci est donc absolument irresponsable. Ça empêche les cheminots de demander une revalorisation à laquelle ils n'ont pas eu le droit pendant des années. À tout le moins, ça les empêche de bloquer les départs en vacances de gens, de nos compatriotes qui sont épuisés par 2 ans de crise sanitaire et qui ont bien le droit ce vendredi d'aller retrouver leur famille dans le sud-est de la France. D'abord, ils ont retiré leur préavis de grève. Donc ça, c'est une bonne chose, il faut quand même le dire. Et ils ont pris conscience aussi que c'est la difficulté quand même de faire grève dans ces périodes de fête. Mais je crois que le gouvernement aurait intérêt à prendre en considération 2 alertes. La première, j'évoquais tout à l'heure, c'est la question du pouvoir d'achat et de la vie chère. Et la seconde, c'est la question de la libéralisation du marché du ferroviaire. Vous avez vu que des trains italiens viennent rouler dans les gares françaises. Ouais. Quand est-ce qu'on a entendu parler de ça ? Quand est-ce qu'il y a eu un débat national ? On ne sait pas. C'est l'application aveugle des règles de néolibéralisme européen qu'on évoquait également tout à l'heure sur l'énergie. Moi, je voudrais que l'on fasse une liste des coûts, des avantages et des inconvénients de cela, parce que les trains des autres pays vont venir sur les voies les plus rentables. Ils ne vont pas venir sur les voies les non rentables. La SNCF, elle a un devoir de solidarité, c'est-à-dire elle paye les voies déficitaires par les voies qui font des bénéfices. Donc c'est un vrai problème. Il faut conclure. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un chaos sur cette question-là des transports, parce que ouvrir les marchés, c'est-à-dire
encourager les pays européens à se faire concurrence les uns contre les autres, je pense que c'est totalement décalé par rapport aux crises que l'on a vécues. Au contraire, Ségolène Royal a ouvert une solidarité entre pays européens plutôt qu'une concurrence. Mais là, il y a un gros chapitre. Parce qu'il reste 30 secondes. Alors, vraiment, 20 secondes là-dessus. Oh, mais je vais en dire un tout petit mot. Moi, je suis évidemment très favorable à cette concurrence. Oui. J'ai pris des billets de train pour aller voir ma famille. Enfin, j'ai cru que je rachetais le TGV, quoi. Enfin, franchement, mais les prix pratiqués par la SNCF ne sont pas des prix de service public. Ce sont des prix qui sont démentiels. Et donc, oui, vive la concurrence. Merci beaucoup, Ségolène Royal. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. Vous prenez les billets à l'avance, c'est moins cher, ou les abonnements. Oui, vous auriez pu les prendre il y a 4 mois, ça aurait été moins cher. Petit conseil pratique, voilà, de notre part. Bonnes vacances à vous, alors. Merci à vous tous. On se retrouve évidemment lundi à 8h30.